We're starting now. Mesdames et messieurs, bonjour. Désolé pour ce petit retard. Nous vous remercions de votre participation à ce webinaire organisé par UBA Sénégal. Avant de commencer, je vous prie de bien vouloir couper vos caméras et vos micros pour le bon déroulement de la conférence. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat ou lever la main en cliquant sur l'icône main qui se situe en haut de votre écran. Je me présente, je suis Madame Diallo Mamiassine, directrice marketing de UBA Sénégal. C'est un plaisir pour moi d'introduire ce webinaire. Ce jour est un jour marqué par la présence de l'un des plus grands artistes sénégalais et africains très célèbres, M. Khalidou Kassé, homme de culture, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Merci, M. Kassé. Cette conférence en ligne porte sur le thème « L'art et la culture, facteurs de développement ». Je vais laisser la parole à M. Siressi, journaliste communicant, qui se chargera de faire la présentation de notre honorable invité. Monsieur Siressi, vous avez la parole. Votre micro est coupé. Coupé, voilà. Merci beaucoup, Madame Diallo Yassine Diouf. Bonjour. Bonjour aux différents participants et différentes participantes de cette conférence. Bonjour aussi à notre conférencier du jour, Khalidou Kassé. Il est un peu dans nos usages, nous en tant qu'Afrique francophone, disons africain francophone, de faire aussi dans le protocole quand il s'agit d'introduire une autre personnalité, quand dans les cultures et dans les traditions anglo-saxonnes, on n'a pas besoin de ce protocole, on va directement au but. Mais le comprendre ici aussi, c'est quelque part de faire dans le management interculturel. Vous présenter ou vous introduire Khalidou Kassé, je retiendrai deux dimensions de l'homme. Je retiendrai de Khalidou Kassé l'être social qu'il est. Et je retiendrai de Khalidou Kassé l'artiste, mais pas seulement que l'artiste. Dans sa dimension être sociale, Khalidou Kassé se définit lui-même comme un Africain, mais de nationalité sénégalaise. Tant il est vrai qu'il est dans la dynamique de ce que Léopold Sédar Senghor disait, enracinement et ouverture. Mais chez Khalidou Kassé, c'est enracinement et enrichissement. Chez Khalidou Kassé aussi, c'est ce qu'on appelle la sacralité de la parole chez lui. Comme le disait Damat, chez Khalidou Kassé, de la même manière qu'on lit les bœufs par leurs cornes, on lit ou on devrait lire les hommes par leurs paroles, ce qui fait que Khalidou Kassé est un être très fidèle en parole. Mais je pense que la meilleure manière d'introduire l'artiste au-delà de ses dimensions intuitives, personnelles, pour parler comme les latins, mais c'est de vous parler de ses œuvres, de parler de l'artiste qu'il est. Et dans cette dimension de l'artiste-là, il y a une facette très connue de Khalidou Kassé, connue de tout le monde, l'artiste peintre, sculpteur, j'allais même dire le tapissier, hein, parce qu'il fait aussi dans la tapisserie. Ça, c'est une dimension très connue des Sénégalais et des Africains et même du monde entier de Khalidou Kassé. Mais je voudrais juste vous révéler l'autre facette moins connue de Khalidou Kassé, qui est ce que j'appelle l'artiste pionnier, parce que Khalidou Kassé a été des premiers qui ont pensé et osé dire dans Africa Business Journal, dont j'étais le rédacteur en chef à Casablanca au Maroc, que l'art est économie et l'économie est un art. Chez Khalidou Kassé, il estime que si l'industrie ou le marché des arts n'a pas encore prospéré en Afrique, il estime que le secteur financier dans son ensemble n'a pas véritablement joué le même rôle que ce secteur-là joue quand nous sommes dans les industries manufacturières, quand nous sommes dans l'agriculture, dans les infrastructures et dans le transport. Et Khalidou Kassé estime que
le secteur financier, notamment la banque, les assurances, n'ont pas encore ici perçu le secteur des arts, de la culture, comme un secteur à haute profitabilité économique, mais ils ne le voient comme un secteur en termes de responsabilité sociale d'entreprise, ou si vous voulez, juste un support marketing et communication. Et Kalidou Kassé fait partie de ces artistes africains qui estiment que l'heure était venue pour que le secteur financier, à travers les banques et les assurances, puisse avoir un œil nouveau sur les arts et de la culture pour comprendre que c'est un secteur aussi intéressant en termes de retour sur investissement. Ça, c'est l'artiste du point de vue de sa dimension pionnière, mais l'artiste aussi du point de vue entrepreneur, parce que Kalidou Kassé, au-delà d'être un artiste, mais c'est un entrepreneur né. Je puis vous assurer que Kalidou Kassé a été le premier Sénégalais qui a créé une galerie privée sénégalaise. Nous sommes déjà en 1993. Déjà, il avait créé sa propre galerie au moment où les artistes avaient perdu le soutien de l'État et de l'administration publique du fait de ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel, qui fait que les artistes avaient été longtemps soutenus par les pouvoirs publics, à tel enseigne que quand il y a eu la coupe des plans d'ajustement structurel, il y a beaucoup d'artistes qui se sont perdus parce que n'ayant pas cette culture de l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui fait la différence chez Kalidou Kassé, qui fait qu'il a su durer dans le temps à travers son art, parce qu'il s'est fait cet esprit de start-up, cet esprit d'entrepreneur, parce que dans son milieu, il ne s'agit pas seulement d'être un artiste, mais il faut être doublé aussi d'un entrepreneur. Kalidou Kassé, c'est lui aussi qui a créé la première école d'art visuel au Sénégal, qui s'appelle l'école Tagat, où il prenait des enfants talibés, des Sénégalais défavorisés, des Africains défavorisés, à qui il offrait un métier, que ce soit dans le métier des arts plastiques, mais aussi dans le métier de l'audiovisuel. Kalidou Kassé, enfin, c'est celui-là qui va créer ce qu'on appelle le Centre international des arts et de la culture, pour offrir aux Africains des espaces d'expression. Voilà l'homme, la dimension que nous avons le plaisir d'introduire aujourd'hui, qui a remporté plusieurs prix dans le cadre de sa pratique artistique, comme le prix Aiglon d'Or du Sénégal, mais aussi le grand prix du World Master Festival en Corée en 2011. Kalidou Kassé aussi a été plusieurs fois membre du comité d'orientation de plusieurs institutions en qualité de conseiller artistique. Je veux juste citer la Biennale de Dakar, je veux citer les assemblées annuelles de la BAD, les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement, l'ANOCI, la Fondation Koumo au niveau de Monaco. Et plusieurs fois aussi, Kalidou Kassé a été commissaire d'exposition. Voilà donc ce immense talent, ce très grand panafricain dans l'âme et dans l'œuvre, que j'avais eu le plaisir d'introduire, l'artiste, j'allais même dire Kalidou Kassé. You have the flow. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Siressi. Merci. Monsieur Kalidou, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Diallo. Monsieur Kalidou, votre micro est coupé, hein? Je veux citer, merci beaucoup, Madame Diallo Mamiassine Diouf. Je veux citer aussi, remercier Monsieur Florent Diaou, remercier Madame Souran et vraiment toute l'équipe en vos rangs et qualités pour ces rencontres que nous sommes en train de faire en termes de webinaire sur l'art et la culture facteur de développement. Je suis très content d'être là en tant que militant de la culture pour vous donner mon point de vue, partager mon expérience sur le concept art et sa définition. Je remercie aussi tous les auditeurs ou ceux qui nous suivent actuellement à travers les réseaux sociaux. Donc, vous dire que je voudrais partager simplement mon point de vue sur le concept art et sa définition. En effet, dans la conception des imaginaires collectifs, l'art se ramène à sa dimension réductrice du beau, à usage d'embellissement, mais point facteur de développement.
ignorant que l'art embrasse des disciplines aussi multiples que diverses. En réalité, la création est à la base d'une réflexion qui prend le titre d'idée, appelée inspiration dans notre jargon artistique. Les beaux-arts qui regroupent au sens large tous les arts dont le but est de produire un véritable plaisir esthétique, les arts décoratifs et les arts appliqués qui se rapportent à un côté esthétique au quotidien. Je vais vous parler un peu de la classification de ces différents arts qui concernent aujourd'hui le premier art, comme on peut dire, et l'architecture, le premier art, la sculpture, le deuxième art, la peinture, le troisième art, la musique, le quatrième art, la poésie et la littérature, le cinquième art, le théâtre, cirque, ainsi de suite, sixième art, c'est ce qu'on appelle les spectacles vivants, et le cinéma qui est le septième art. Aujourd'hui, on a intégré effectivement le 8e et le 9e art qui parlent de bande dessinée et d'autres médiums qui sont venus bien après toutes ces classifications, parce qu'aujourd'hui, on parle d'art contemporain qui intègre toutes ces formes d'art, notamment la photographie aussi. Il y a souvent une relation négligée entre la création et l'innovation. Celle-ci est pourtant à la base et l'essence même de la réussite de l'entreprise. En d'autres termes, l'artiste, grâce à son outil premier, qui est l'inspiration, conceptualise une voiture, un avion, un objet ou toute autre création destinée à l'entreprise pour ensuite la retracer avec des logiciels en 3D et en maquette finie afin de la soumettre à la production. En somme, je veux dire par là que l'inspiration est à la base de la créativité, quand l'innovation est à la base de la compétitivité et la durabilité d'une entreprise. J'allais même dire l'innovation en constance et en permanence. C'est pour montrer un peu la relation entre la création et l'entreprise, entre l'artiste, son travail et l'apport qu'il peut amener à l'entreprise. Je vais vous donner un peu l'exemple du modèle anglo-saxon. Je vais vous parler des États-Unis, du Canada, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui aujourd'hui sont les grands vainqueurs de la globalisation, qui nous ramènent à ces définitions citées plus haut et qui tournent autour du concept art et culture. Comme source d'inspiration, une véritable économie culturelle et créative basée sur la production et la consommation. Avant 1945, l'Europe et l'Asie étaient les centres du monde. Le modèle anglo-saxon a inversé la tendance en investissement les médiums cinéma, c'est-à-dire le 7e art, qui englobe toutes les disciplines qui sont art visuel, la musique, la mode et la caricature, etc. Alors, en mettant en place des chaînes de distribution à l'image de Pathé Gaumont, en France et le cinéma italien. Mais l'objectif était de déconstruire et de reconstruire un nouveau concept basé sur le cinéma et qui avait comme cible les populations comme principal consommateur de produits. Ce qui a abouti à l'American Dream, American Way of Life, en mettant à profit et à outrance la publicité. L'Europe, après les conséquences de la guerre de 39-45, devrait être construite. Pour se relever de la guerre, l'Europe accepta comme conditionnalité de l'aide américaine que les films américains soient distribués dans les salles de cinéma, mais les USA avaient comme objectif de vendre par le médium du cinéma, le 7e art encore, art et culture, les produits ménagers déjà en surproduction, tels que les frigidaires, les appareils de téléviseurs, les voitures, etc. Et c'était là une belle occasion pour les États-Unis de redorer leur image, parce qu'à l'époque, on les considérait simplement comme de simples cow-boys. Quand l'Europe a compris plus tard, elles ont créé la communauté économique européenne, c'est-à-dire aujourd'hui devenue l'Union européenne, pour prendre en charge tous les aspects de leur développement basés sur la solidarité. Rappelons-nous qu'en Afrique, en 1963, à Addis Abeba, en Éthiopie, nous avons assisté à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, qui avait comme objectif de promouvoir et de défendre des positions africaines d'intérêt commun, c'est-à-dire l'intégration socio-économique, et sera remplacée plus tard par l'Union africaine créée en 2002 à Durban, en Afrique du Sud. Plus tard, il y a eu la mise en place de la ZLECAf,
ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale, décidée en janvier 2012 et finalement mise en place après les différents processus de ratification en janvier 2021. À travers cette initiative qui est la ZLECAf, l'Afrique devrait se repositionner en termes d'économie créative et culturelle en mettant en orbite toutes les potentialités artistiques et d'envergure du continent pour asseoir une véritable marche de l'art à l'image des maisons de vente aux enchères telles que les Christie's en Angleterre, Sotheby's aux USA, Drouot en France, etc. Au Sénégal, sur le plan économique, l'art et la culture contribuent énormément au développement de nos pays. Pour exemple, je prendrai deux médiums que sont la musique, le troisième art, qui s'acquittent dans le cadre des spectacles de plusieurs droits répartis comme suit. La TVA, pour le spectacle, coûte 18% au Sénégal. Le droit d'auteur est à 12%. La taxe municipale est à 15%. Ensuite, il y a 10% qui sont affectés vers le sport. Parce que nous sommes dans ce concept art comme facteur de développement, et je pense qu'il faut aller donner des exemples pour qu'ils puissent montrer que l'art contribue énormément au développement de nos pays. Et dans les arts plastiques, le domaine que je maîtrise le mieux, il y a plusieurs droits répertoriés. On peut citer par ailleurs le droit de propriété intellectuelle, le droit moral, ce qu'on appelle la paternité de l'œuvre, les droits numériques et le droit de suite. Si on prend l'exemple du droit de suite, 83 pays l'ont ratifié et la Côte d'Ivoire vient de le faire récemment. Le droit de suite a été créé à l'ombre de l'économie de marché en 1920. Ce droit s'applique aux œuvres d'art graphique ou plastique telles que la peinture, la gravure, l'estampe, la lithographie, la sculpture, la tapisserie, la céramique, la photographie, etc. Pour rappeler un peu l'historique de ce droit de suite qui aujourd'hui impacte directement les artistes plasticiens et l'économie mais en même temps, l'artiste Jean-François Millet, français, avait créé l'Angélus, une œuvre intitulée l'Angélus, en 1857. Cette œuvre a été revendue à une somme phénoménale alors que ses enfants vivaient dans l'extrême pauvreté et la misère. Simplement, des collectionneurs, des amateurs ne peuvent pas créer son œuvre intitulée Angélus et en même temps sa famille est dans l'extrême pauvreté. C'est ainsi qu'ils ont dit que maintenant quand il y a une cession à travers les ventes aux enchères, on doit reverser un pourcentage à l'artiste qui a créé cette œuvre-là. Mais à partir de la première vente, l'artiste ne recevra rien, mais à la deuxième et à la troisième vente, l'artiste reçoit un pourcentage qui est coté entre 4 et 5 ou 6%. Et cela a été fait, et c'est comme ça que le droit de suite est rentré un peu dans véritablement les droits des artistes. Toujours en termes d'économie, je voulais vous rappeler qu'en 2021, une toile de la collection du président Léopold Sédar Senghor, réalisée par l'artiste Pierre Soulages, a été adjugée le 23 janvier dernier à 1 million d'euros avec la maison de vente Cayenne en chair. C'est pour montrer que, aussi rappeler que le président Senghor a été un véritable militant de véritablement la culture, de la promotion de la culture au Sénégal, particulièrement parce qu'il a été le créateur de l'école des beaux-arts sous sa vision, le créateur des manufactures sous sa vision, le créateur de Moudra Afrique sous sa vision. Véritablement, c'était une économie culturelle et créative qu'il était en train de mettre en place pour la postérité et ce que nous vivons ensemble. Ce 15 octobre 2021, je veux citer le tableau de Banksy, qui est un artiste anglais, intitulé Love in the Bin. L'amour est dans la poubelle est vendu à 18,6 millions de livres, soit 22 millions d'euros. Ce sont juste quelques exemples sur l'économie créative, l'économie de l'art dans le monde. Et aujourd'hui, en Afrique, nous devons aussi raconter notre propre histoire. Partant de nos propres réalités, pour cela, il nous faut déconstruire et reconstruire, repousser les lignes de la perspective, réinventer notre futur pour la prospérité. Quand je le dis, parce qu'effectivement, quand on crée une école des beaux-arts pour former les jeunes, il y a certains paramètres qu'on ne peut pas dépasser, parce que nous avons des us et des coutumes, nous avons des réalités en Afrique, surtout dans certains pays, particulièrement au Sénégal, pays musulmans,
pratiquement à majorité. Pour rappeler qu'en Europe, quand vous êtes dans les académies, vous avez des ateliers, plusieurs ateliers. Parmi ces ateliers, il y a des ateliers qu'on peut appeler l'atelier des nus. L'artiste essaie de maîtriser l'anatomie de l'être humain. Il dessine toutes les formes de l'être humain. Malheureusement, ici, on ne peut pas le faire parce que, véritablement, bloqué par des réalités socioculturelles qui ne militent pas à faveur de cela. Donc, il faut raconter notre histoire, réinventer notre histoire pour le raconter nous-mêmes. L'Afrique aujourd'hui doit investir tous les secteurs susceptibles d'apporter de la valeur ajoutée à nos économies et basés sur le plan culturel. Quand on prend le cas de l'or, par exemple, qui subit des fluctuations, on peut retenir que l'œuvre d'art, cependant, prend de la valeur au fil du temps pour intégrer l'économie et pour constituer en plus une véritable valeur refuge. De ce fait, la créativité et l'innovation doivent s'adresser sur une volonté politique, culturelle des États, avoir une vision globale dont le socle demeure la création de vastes ensembles susceptibles de faire face aux assauts de ce monde globalisé pour compter sur le marché mondial. Donc, il nous faut aller dans la maïeutique comme art de faire éclore des pensées, transformation, action, dans la gouvernance culturelle de ce monde contemporain. C'est décoloniser les esprits, les traditions de l'histoire de l'art vers la recherche d'autres possibilités. Quand je parle d'autres possibilités, aujourd'hui, l'Afrique regorge énormément de ressources naturelles. Je veux citer le coton aujourd'hui, qui est comme matière première pour aller directement vers le design textile, ce tissu africain et le vulgariser comme concept. Je veux citer le kinte, je peux citer le bogolan, je peux citer le kitanga, je peux citer l'ankara, je peux citer le woudine. Et là, je parlais de cet aspect parce que j'ai vécu une partie de mon temps aux États-Unis, notamment à New York, où j'ai eu quand même à travailler avec beaucoup de fabriques, de maisons de fabriques, notamment pour leur créer des maquettes destinées à la réalisation de tissus. C'est à partir de ces maquettes que ces tissus sont réalisés à des milliers de kilomètres, notamment pour être redistribués dans le monde. Et à l'époque, effectivement, il y avait la société Sotiba, qui est une société d'impression de tissus au Sénégal, malheureusement qui a fermé ses portes. Et finalement, ils étaient obligés d'aller jusqu'en Chine pour faire leur tirage. Et décidément, notamment l'Afrique a assez de coton. Et tout cela, je pense que ça fait partie de l'industrie culturelle. Aujourd'hui, je parle de l'art floral. Quand on parle de l'art floral, parce qu'effectivement, ce qu'on appelle les années de lumière, entre Emmanuel Kant et Hegel, il y a eu ce discours aujourd'hui qui disait que est-ce que véritablement le jardin doit faire partie des arts? Effectivement, plus tard, ça a été déconceptible pour être relégué au plan de l'architecture, pour dire que l'art, le jardin ne peut pas être de l'art parce que c'est une invention de Dieu, alors que l'art a une signature d'une personne humaine. Mais finalement, on se rend compte que ce jardin aujourd'hui qui était classé dans la classification des arts, peut aujourd'hui nous apporter énormément parce que dans les années avant les indépendances, il y avait des industries florales, ici des grands champs de fleurs qui étaient basés ici à Dakar. Et quand on prend aujourd'hui l'exemple de l'Afrique du Sud, développe énormément ce secteur qui devrait aujourd'hui être source aussi d'inspiration pour les artistes pour redévelopper notre secteur, donc parce que ça a été cité dans le domaine des arts. Selon une analyse du penseur Binkley, qui est un penseur anglais, qui parlait sur l'œuvre Pièce contre l'esthétique, il cite Duchamp, Marcel Duchamp, qui explique qu'un objet est une œuvre d'art, non pas en vertu de son apparence, mais en vertu de la manière dont il est considéré dans le monde de l'art. Si on prend l'exemple d'un urinoir, qui est une fontaine, un objet pour libérer un jet d'eau, la raison pour laquelle la plupart des urinoirs ne sont pas des fontaines, et cela malgré leur forme, c'est que du fait de leur emplacement et de leur utilisation, ils diffèrent d'appareils sanitaires similaires que nous considérons comme des fontaines. Les objets sont structurellement similaires, mais leurs fonctions culturelles sont très différentes. Dès lors, un urinoir est placé dans une galerie d'art, on le voit comme une fontaine, connue comme une œuvre d'art. Cela parce que le contexte a changé.
les contextes culturels dotent les objets de signification spéciale et déterminent ce qu'il est de l'art. Je veux citer encore un exemple, parce qu'au Guggenheim Museum à New York, si vous y allez, vous pouvez trouver des ustensiles traditionnels, c'est-à-dire les cuillères traditionnelles, qu'on appelle chez nous mbatou, mais c'est des mbatou, c'est des ustensiles cuisine, c'est des cuillères traditionnelles qui sont vendues à 10 €, à 10 $ du moins, excusez-moi. Et vous voyez comment ils peuvent transformer l'objet culturel vers une autre destination, c'est-à-dire du rituel vers le culturel. Alors, toutes ces formes d'expression culturelle que sont les arts visuels maintenant, je veux dire la musique, la danse, le théâtre, l'architecture et la littérature, sont désormais au cœur des enjeux planétaires et comptent énormément sur la balance de l'économie mondiale. Au banquet de l'universel, comme le disait encore le président Léopold Sédar Senghor, je le cite encore, l'intégration de certaines données issues de nos traditions mérite une attention particulière. Je prends un exemple. Lorsqu'un parent veut administrer un reproche à son enfant, lui disant en Wolof, la Wolof c'est notre langue nationale, do deg, do gis. Lorsque cette remarque est traduite littéralement en français, cela nous renvoie au mot audiovisuel, à la seule particularité que dans les traditions langagières en français, certains mots ne s'arrêtent pas à exprimer une pensée, mais à produire un effet bénéfique qui nous renvoie au matérialisme didactique où le langage véhicule une culture, mais aussi produit des effets économiques. C'est pourquoi le mot audiovisuel a été matérialisé à travers un objet appelé, par exemple, télévision, où son usage, voix et entend. Di deg, di gis, entend et voix veut dire que les langages africains sont des langages savants qui véhiculent une culture, mais aussi produisent des effets économiques. Je pense qu'il nous faudrait aujourd'hui une reconversion totale pour avoir une nouvelle vision économique, culturelle, pour maximiser ce que je peux appeler les possibles culturels. C'est maintenant de revaloriser et de répertorier tous les métiers d'art faits main et de créer de nouvelles filières diplômantes. Là, je suis dans le domaine de la formation en parlant de forgerons d'art, de maroquinerie d'art, de boulanger d'art, de relieur d'art et les métiers du cuir, les encadreurs d'art, la ferronnerie d'art, etc. Aujourd'hui, la restauration d'œuvres du patrimoine et tout cela intégrant les nouvelles technologies, toujours dans le cadre économique, parce que dans une étude de l'UNESCO intitulée Réflexion préalable sur les politiques culturelles en 1996, on peut retenir que la culture est un ensemble de pratiques sociales, conscientes, délibérées, d'intervention ou non-intervention, ayant pour objet de satisfaire certains besoins culturels par l'éruption optimale de toutes les ressources matérielles et immatérielles dont une société dispose au moment considéré, et cela nous mène directement vers une économie globale, une économie culturelle. Un chef de village du Mali, je vais le citer, disait que notre problème en Afrique, ce sont les différentes ethnies qui ne parlent pas la même langue. Les différentes ethnies qui ne parlent pas la même langue, je veux citer le Fonds monétaire international, je veux citer la Banque mondiale, je veux citer la coopération française, l'USAID, etc. Et forcément, j'ai pris comme métaphore cette citation du vieux malien. Et tout le monde se rappelle de ces moments d'ajustement structurel en 1984, où on parlait de moins d'État. Et ce fut le choc des slogans. À cette époque, l'État avait tenu compte de la difficulté éditée par ces institutions aujourd'hui monétaires internationales, qui venaient chaque fois avec leur propre, je peux dire, ordonnance même, en disant que tout ce qui concernait les aspects culturels devrait être relégué au second plan pour redresser les économies africaines. Ça a été une erreur monumentale. Il faut le dire, parce que les artistes se sont retrouvés chez eux, ils n'ont pas pu continuer leur création, et finalement, il y a eu un léger retard, mais heureusement qu'il a été rattrapé dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la biennale de l'art africain contemporain au Sénégal, où tous les projecteurs sont braqués à Dakar, au mois de mai prochain, et depuis
elle en est à sa 30e édition. Et je pense que c'est l'occasion aujourd'hui de saluer la vision du président Senghor, qui avait pensé créer, je peux dire, mettre l'accent sur les institutions culturelles, comme les centres culturels et autres. Et c'est plus tard que la biennale a été créée. Mais penser, réfléchir aussi au concept de Senghor, qui avait mis son doigt, par exemple, sur Moudra Afrique, qui parlait de l'école de danse, qui parlait de musique traditionnelle, ainsi de suite. Et c'est maintenant que tout cela va être récupéré et rétabli dans ses droits. Le monde a beaucoup évolué et nous assistons actuellement à un basculement de toutes les données établies. On parle aujourd'hui de blanchiment d'argent. Effectivement, c'est un aspect important parce que nous vivons au monde contemporain aujourd'hui qui englobe tous ces aspects-là. De telles situations en termes de blanchiment d'argent peuvent se présenter en Afrique. Tenir compte que les réseaux de blanchiment d'argent changent régulièrement de stratégie et surtout tenir compte du pillage des œuvres du patrimoine dans la zone Sahel. Et en cela, il nous faut être sur nos gardes pour éviter d'éventuelles infiltrations qui peuvent avoir comme cible les arts et la culture. Si on prend l'exemple du cas du Sahel, où Tombouctou, toutes les œuvres ont été pillées, les œuvres du patrimoine de haute facture, véritablement ont été pillées, on ne sait pas la destination de ces œuvres. Aujourd'hui, on parle de rapatriement des œuvres culturelles qui étaient en Europe, entre le Sénégal, le Bénin et d'autres pays, de l'Afrique, Nigeria et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le même cas qui est en train de se reproduire par rapport au pillage de ces œuvres-là par des djihadistes qui ne sont pas à visage découvert? Et on ne sait pas quelle est la destination de ces œuvres-là qui peuvent être réévaluées en Europe et partout dans le monde et être revendues à des centaines de millions d'euros ou de dollars pour ensuite, véritablement, je veux dire, financer le terrorisme. Et ça, je pense que c'est important d'en parler. Parce que lors de l'avant-dernière édition du Forum Paix et Sécurité à Diamniadio, j'ai présenté une œuvre par rapport à cela, une conférence dans ce thème, dans cette thématique, pour montrer comment le djihadisme aujourd'hui peut infiltrer ce domaine. Seulement, on peut dire que toutefois, la structure économique de certains pays africains, les politiques culturelles ne sont pas encore conscientes des véritables valeurs de l'art comme source de revenus. Et je pense qu'aujourd'hui, dépendant de la conception qu'on se fait de l'art, les actions ne valent que par les intentions. Il est comme l'argent ou le couteau. Tout dépend de l'état d'esprit de son utilisateur. C'est dans l'esprit des hommes que se façonne le monde. L'humanité dans sa forme la plus humanoïde, à l'image du sculpteur, du plasticien ou du céramiste qui malaxe, pétrit et donne sens à la matière qui devient utilitaire. Je voudrais, avant de terminer mon propos, remercier franchement mon chargé de com, M. Siré Sissé, qui aujourd'hui coordonne l'activité de Think Tank dans le monde. Avec la présentation, M. Siré, je vous remercie énormément pour la présentation et je suis en phase avec tout ce que vous venez de dire. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, M. Khalidou Kassé. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ma première question est, comment définissez-vous l'art et quelle est l'évolution de l'art au Sénégal, en Afrique et dans le monde? L'art, pour définir l'art, je veux dire que c'est notre comportement de tous les jours, dans nos coutumes, dans nos manières de faire, dans nos manières de dire, dans nos manières de nous comporter. Mais au-delà de cette définition, il y a l'aspect émotionnel qui nous parle aujourd'hui d'art, parle d'émotion. L'émotion, c'est quoi? C'est le ressenti qu'on a par rapport à un certain élément face à une situation bien donnée. L'art, c'est l'ensemble de nos comportements aujourd'hui qui définit nos réactions par rapport à notre vécu à l'ici-bas. Très bien, merci beaucoup. Qui sont les meilleurs acquéreurs d'œuvres d'art, M. Khalidou Kassé? Alors, pour parler des meilleurs acquéreurs d'art, parce que je sais que nous avons une tradition au Sénégal particulièrement, on dit que Khalis Bougou Tchou. Les gens n'aiment pas trop
être devant des situations de dire que voilà telle personne, mais nous avons énormément de collectionneurs au Sénégal qui sont à peu près, je peux dire qu'ils sont à peu près une trentaine au Sénégal. Une trentaine qui croient à l'art, qui croient au prix de l'art, qui croient aux œuvres d'art. Nous avons des acquéreurs aujourd'hui qui sont dans le secteur bancaire, dans le secteur médical, dans le secteur de la justice, dans le secteur de l'État aussi. Parce que rappelez-vous que aussi l'art, c'est une sensation, c'est quelque chose qu'on ressent. Et ces meilleurs acquéreurs souvent sont dans ces secteurs-là et simplement aussi des personnes de la société civile qui aujourd'hui achètent énormément de tableaux parce qu'ils savent que ces œuvres-là vont prendre de la valeur et ils sont en train de les collectionner en ce moment. Très bien. Et j'aimerais savoir, en tant que référent international dans le monde de l'art, quel est votre soutien que vous apportez à la jeunesse sénégalaise, aux entrepreneurs? Alors, depuis fort longtemps, j'avais pris comme mission dans le cadre de mon travail, je ne milite pas pour l'art, je milite pour l'art pour le progrès et l'avancement. Je me suis senti investi d'une mission depuis très longtemps, je peux dire dans les années même 80 jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup travaillé avec la jeunesse africaine, même sur le plan international aussi. L'exemple du Sénégal, en 2008, j'ai organisé un concours d'art pour l'ensemble des jeunes artistes du Sénégal âgés de moins de 35 ans. Ce concours m'a permis de sélectionner 10 jeunes artistes que j'ai conduits à Monaco, à Monte-Carlo, à la Fondation Cuomo avec une très grande exposition qui a permis à ces jeunes non seulement de se faire découvrir, mais organiser une vente aux enchères. J'avais invité à l'époque Mme Viviane Wade, le ministre de la Culture, M. Mambiro Diouf à l'époque, M. Abdoulaye Racine Senghor. J'avais invité aussi d'autres personnalités comme des journalistes, comme M. Jean Pires, qui étaient venus assister à cette cérémonie-là. L'objectif était véritablement de faire, non seulement de soutenir ces jeunes, parce que dans ma démarche, je me suis dit, il faut leur donner leur première chance au CIMES pour leur donner les outils, donner les clés d'ouvrir les portes de la réussite, c'est-à-dire de les faire croire en eux-mêmes. L'objectif était de dire que ces jeunes, ce sont des jeunes Sénégalais, parce que quand j'ai été aux États-Unis dans les années 93, où j'ai séjourné plusieurs années, je me suis rendu compte que ce que je voyais dans la rue ne me plaisait pas. C'était des enfants qui vendaient des chaussures, des vendeurs à la sauvette, raflaient souvent à la police, ils reviennent dans la rue, faisaient des trafics de marques, ainsi de suite. Je me suis dit, ma mission, c'est de soutenir ces jeunes, de leur donner l'opportunité de travailler et d'avoir les clés pour ouvrir les portes de leur réussite. Mais plus tard, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des jeunes artistes que j'ai intégrés dans mon école comme professeur d'art. Mais effectivement, c'était des jeunes professeurs que j'ai pris en leur octroyant des bourses de résidence à travers le monde. Il y en a la dernière fois qui sont partis à Casablanca pour une résidence. C'était pour leur dire que demain, vous ne devrez pas prendre les pirogues pour aller en Occident. Aujourd'hui, vous devrez croire en vous-même, prendre votre destinée en main. Voilà un billet d'avion, rentrez dans l'avion dignement, descendez, on vous accueille, vous faites votre travail et vous revenez et vous avez de l'expérience. La deuxième étape, c'était de créer, dans le cadre toujours de l'avant-dernière biennale de Dakar, un forum qui est constitué dans les stations essence de Dakar. J'ai invité à peu près à chaque station une centaine de jeunes qui se sont retrouvés pour peindre le départ. Le départ, c'est quoi le départ? Un point d'interrogation. C'était de dire, dans ce concept, le matin, ils ont peint toute la journée avec des tableaux. C'était des jeunes artistes de l'école des Beaux-Arts et des jeunes de mon école Tagat. Et finalement, l'après-midi, c'était un forum de discussion et de rencontre, d'échange, pour que je leur explique comment ils doivent faire pour garder. Parce que dans 30 ans, dans 20 ans, on parlera d'eux, ils ne doivent avoir aucune tâche sur leur carrière et sur leur parcours. Très bien, merci beaucoup. Et une autre question, quelle est la place et le rôle des œuvres d'art et la culture dans le développement? Monsieur Cassé? Je vais vous dire simplement que la véritable mission de l'art, c'est de nouer des rapports et de dénouer des conflits. Il y a quelques années, je suis parti à la Cour pénale internationale
donc, avec mon ami et frère, le ministre Sidiki Kaba, actuellement ministre des Forces armées, pour installer une toile à la Cour pénale devant toute la juridiction de la Cour pénale. Le procureur pour les expliquer cette toile et de devenir de toutes les administrations pour travailler sur des œuvres d'art, pour réclamer la vérité. Voilà la mission de l'art. Mais au-delà de son caractère, il y a une véritable création d'émotions. Je rappelle simplement cette anecdote du président Léopold Sédar Senghor, dans sa gouvernance, qui a invité l'ensemble des ministres de son gouvernement. Il a invité le bureau d'organisation et méthode. Un jour, il leur a dit, faites comme les artistes. L'ensemble de l'audience était étonné en disant, mais comment on doit faire comme les artistes? Il leur a dit que devant une toile blanche, l'artiste crée l'émotion. Une entreprise doit avoir du cœur, et c'est en cela que le président Senghor a lancé les artistes en leur disant que vous êtes des créateurs. Je pense que l'entreprise, que ce soit l'administration, doit être dans la création pour innover, pour créer et ensuite passer tout le temps à l'innovation. La culture, je veux dire, est au début, à la fin de tout processus de développement. Ça, c'est le président Senghor qui le disait. Je vous rappelle aujourd'hui que nous sommes dans le secteur bancaire. Nous sommes ici à UBA. UBA utilise de la monnaie, le franc CFA au Sénégal, ou le dollar, ou l'euro, ainsi de suite. Mais quand vous voyez aujourd'hui le billet, la monnaie en billet, ce n'est pas des photos qu'on a mis là-dessus, c'est des dessins d'artistes. C'est des artistes qui ont dessiné ces billets en mettant des hologrammes, en mettant des paramètres qui permettent d'identifier ces billets-là à travers les us et les coutumes des peuples. Si vous allez au Nigeria, si vous allez au Ghana, si vous allez à Gambie, à Mauritanie, partout, vous avez les billets qui ont été dessinés par des artistes, reproduits par des graphistes et finalement mis dans la circulation en quantité industrielle, contrôlée, mais à la base, c'est l'artiste qui a dessiné, qui a soumis à travers un concours autre en tout cas, et ce billet aujourd'hui circule à travers le monde. Au-delà, je parle des œuvres d'art qui sont marquées dans les bureaux. Mais en plus, ces œuvres d'art demain vont fluctuer parce qu'en fait, ils prennent de la valeur par rapport au temps et à l'espace. Je suis très content de voir qu'aujourd'hui, les artistes sénégalais ensuite sont en train de marquer leur empreinte dans le monde entier à travers des ventes aux enchères qui se passent au Sénégal et un peu partout dans le monde aussi. Merci beaucoup, Monsieur Kassé. Et une autre question, quelle est la place de l'art dans la vie et quelle est la contribution de l'art dans l'économie sénégalaise? Je voudrais que la contribution de l'art dans l'économie sénégalaise a été d'un apport important depuis très longtemps. Seulement, il fallait à un moment donné, je veux dire, avoir les statistiques véritablement de l'apport de l'art dans le développement économique du Sénégal, parce que je viens de citer des droits qui sont payés par-ci et par-là et qui contribuent à l'économie de l'économie culturelle au Sénégal. Mais rappelez que aussi toujours, j'en reviens que lors de l'avant-dernière biennale, la dernière biennale même, avait commandité, Madame Ba Mariam, commandité une étude pour comprendre quel est l'apport économique de la culture au Sénégal par rapport avec l'institution, l'ANSD, qui aujourd'hui a les paramètres de nous dire exactement quelle est la véritable contribution de l'art au Sénégal. Mais rappelez simplement que la contribution de l'art, de la culture au Sénégal est transversale dans notre économie parce que nous sommes présents du début à la fin, comme je le disais encore, que l'art est au début et à la fin de tout processus de développement, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans tous les domaines, l'art est présent à tous les niveaux. Cela veut dire que maintenant, il nous faut réévaluer tout cela pour comprendre l'apport aujourd'hui de la culture et de l'art dans notre développement. Très bien, merci beaucoup. Et quel est l'impact de la COVID-19 sur le marché de l'art au niveau national et au niveau international?
l'impact a été, je peux dire, positif. Hein. Quand je dis positif, je l'ai dit la dernière fois, les gens étaient étonnés. J'ai dit, ça nous a pris, ça a donné le temps aux artistes véritablement de prendre un recul, d'imaginer, de réfléchir, de se réinventer. Parce que le modèle classique était toujours les ventes aux enchères en présentiel. Le modèle classique était les expositions en présentiel. Ça nous a permis de nous ouvrir une nouvelle fenêtre dans le monde pour permettre de faire la promotion de nos œuvres à travers d'autres médiums que sont aujourd'hui les médias sociaux, ainsi de suite. Je pense que ça a été très positif. Positif d'un côté, mais de l'autre côté, il y avait quand même beaucoup de difficultés sur certains pays. Et je vais vous donner certainement l'exemple du Sénégal et du Maroc. Parce qu'au Sénégal, effectivement, le ministre de la Culture, M. Abdoulaye Diop, avait mis en place, avec effectivement l'aide du président Macky Sall, un fonds de 3 milliards de francs CFA destiné aux acteurs culturels. Et pratiquement, je peux dire que le secteur art et culture a été soutenu par rapport à la traversée de cette situation qui a été extrêmement difficile pour les créateurs. Il y a eu une commission qui a été mise en place. L'argent a été remis véritablement aux ayants droit, les artistes qui ont pu traverser allègrement cette période, cette situation. Mais dans mon expérience personnelle, je n'ai pas accepté de prendre ce soutien de l'État parce que je suis un artiste plasticien qui vient de fêter ses 40 ans de parcours artistique. Et du coup, j'étais effectivement dans le comité simplement pour superviser avec mon association, mais je me suis retiré en laissant la place aux autres artistes de continuer la mission. Non seulement nous avons participé avec l'association, ce que j'appelle le Conseil sénégalais des arts, dont je suis le président actuellement au Sénégal, nous sommes allés voir le ministre Abdoulaye Diouf Sarr pour lui remettre des œuvres au nom de l'association, au nom des artistes sénégalais pour notre contribution associative. Mais personnellement, je vous dire, j'ai émis un chèque de 2 500 000 francs que j'ai remis au ministre de la Santé pour ma contribution personnelle en tant que Khalidou Kassé, tout en soutenant nos jeunes amis, nos jeunes artistes qui n'ont pas encore les moyens peut-être de le faire, mais c'était de leur montrer la voie que dans un pays, tout le monde doit participer, tout le monde doit mettre la main à la poche pour participer au développement de notre pays parce que nous utilisons les routes, nous utilisons toutes les infrastructures et nous avons le devoir de participer au développement de nos pays. Très bien, merci beaucoup. Et là, c'est la dernière question. On va clôturer le webinaire. J'aimerais juste que vous me disiez en quoi est-ce que l'art et la culture peuvent impacter l'éducation des jeunes, l'éducation des enfants. Et vous nous donnez votre mot de fin. Alors, c'est une question importante parce que je pense que l'avenir de tous les continents se joue au niveau de la jeunesse, au niveau de ses enfants. À l'époque, effectivement, il y avait ainsi de suite, des professeurs de dessin, des maîtres des professeurs d'art. Effectivement, ça existe jusqu'à présent. Mais le médium, aujourd'hui, je peux dire, doit être renforcé davantage pour nos cultures. Doit être renforcé pour nos cultures parce qu'on s'est rendu compte que l'éducation artistique a beaucoup de difficultés dans nos pays. Comment il faut faire? C'est d'abord de créer des initiatives. Notamment, j'ai travaillé beaucoup avec l'UNICEF, avec le Centre Guindi, où j'ai pris des enfants pour réaliser des toiles avec ces enfants-là, non seulement pour leur donner du temps d'oublier un peu leur souffrance par rapport à la situation qu'ils vivent, mais j'ai énormément travaillé avec des enfants dans les écoles, avec des cours, avec des dessins, simplement pour nous raconter leur histoire. Et récemment, j'étais à Genève, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, pour monter une exposition, simplement parce que j'ai beaucoup soutenu les enfants de la rue en leur donnant une formation, parce que j'ai formé 150 enfants, dont 130 sont actifs, qui ont actuellement un métier dans le domaine de la culture. Quand j'ai reçu les étudiants à Genève, pratiquement toutes les écoles qui sont venues, ils étaient au niveau bac art plastique. Ça a réveillé quelque chose dans ma tête, je me suis dit, mais non, est-ce qu'on devrait continuer
à simplement négliger peut-être le côté éducatif sur le côté des arts, j'ai pensé à mon retour, comme j'avais déjà créé le centre Tagat, intitulé Tagat, qui veut dire former, préparer l'enfant, une école de formation, mais dédié non seulement pour les universitaires, mais les enfants aussi en situation de difficulté ou de décrochage scolaire. Et c'est ainsi qu'après Tagat, avec les ateliers du Sahel, j'ai créé ce qu'on appelle le Centre international d'art contemporain et de culture pour prendre en charge tous ces aspects de ces enfants qui sont en situation de décrochage scolaire. Et on vient de terminer une série de formations avec la ville de Dakar, Mme Sohabarli qui a coordonné cette activité, avec effectivement Grand Paris Sud, nos partenaires financiers et techniques qui sont venus soutenir ces enfants, venus soutenir la mairie pour leur donner une formation à ces jeunes-là. Et en ce moment, nous sommes en train de nous diriger vers la création d'une université of art. Parce que je pense qu'il faut, à chaque étape, se mesurer, dire est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on a évolué. L'essentiel, c'est de poser des projets structurants dans le domaine de la culture pour nous permettre aujourd'hui de préparer l'avenir de ces enfants, préparer notre avenir, aussi de léguer quelque chose à la postérité. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Khalidou Kassé. Et notre webinaire prend fin. J'aimerais juste vous remercier d'avoir répondu à notre invitation et je vous laisse dire votre mot de fin. Merci d'avoir répondu à UBA Sénégal. Organiser ce webinaire et pratiquement je suis très content par rapport à cette communication que nous venons de faire. Remercier l'ensemble aussi des auditeurs qui nous suivent aussi dans les réseaux. Remercier énormément M. Mohamedou Siressi, le président du groupe Think Tank, chargé de communication des ateliers du Sahel, qui est venu nous accompagner pour organiser cela. Remercier Mme Khadi Kassé, aussi architecte design, qui coordonne, directrice du Centre international d'art contemporain et de culture. Remercier l'ensemble des partenaires, je peux dire des clients de la banque UBA, et vous dire que c'est une première. Nous voulons que ça puisse faire tache d'huile pour prendre en compte ces aspects-là. Rappelez aussi, dans ma dernière communication, et là, je voulais faire appel à UBA aussi, par un grand projet que nous avons avec l'Université de Dakar. Je suis membre du conseil d'administration de l'IFAN, Cheikh Anta Diop. Je suis ambassadeur de la fondation UCAD. Et récemment, j'ai offert 2 tableaux à la fondation, 2 tableaux à l'UCAD, à l'IFAN, pour leur permettre, nous l'avons fait en lithographie, et ces lithographies vont être vendues parce que notre objectif, c'est d'avoir 500 millions pour soutenir la recherche à l'université. L'université IFAN a actuellement 17 laboratoires qui ont énormément de difficultés. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, le laboratoire carbone 14 de Cheikh Anta Diop mérite quand même d'être relooké, mérite un soutien pour accompagner ce processus qu'il avait mis en place avant les indépendances. Très, très bien. Merci beaucoup. D'offrir ces œuvres-là à l'IFAN qui ont été aujourd'hui reprises en termes de lithographie, vendues. Et nous avons le soutien du ministre Cheikh Omar Anne qui a reçu le ministre de l'Enseignement supérieur qui a béni cette action. Nous avons rencontré le ministre de la Justice Malik Sall qui a béni cette action. Et je veux appeler les partenaires à venir soutenir cette action pour la bonne cause. Et l'ensemble des recettes qui vont générer par rapport à cette action vont être reversées à l'université pour accompagner la recherche. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, M. Khalidou Kassé. Et j'espère que tout ce que vous allez recevoir, vous allez mettre ça dans les comptes de UBA et vous allez encourager tous ces jeunes à ouvrir des comptes chez nous pour pouvoir recevoir l'argent. Madame Diop, nous allons attendre la première contribution de UBA. Vous allez ouvrir un compte, vous mettez d'abord la première contribution. Pas de problème. Merci beaucoup, M. Khalidou Kassé. Merci bien.
Allô?